Bonjour, on commence. On commence le cours. Donc, il y a à peu près 10 étudiants.
Donc, je vais partager. Donc, on commence. On va entamer aujourd'hui le chapitre 4 en ce qui concerne l'organisation de la mémoire à l'exécution. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? On va voir comment les données sont organisées en mémoire lors de l'exécution, les paramètres, le passage de paramètres, la structure des programmes, des sous-programmes, c'est-à-dire procédures, fonctions. D'accord? Donc, il y a différents types d'organisation. Donc, on va parler de l'organisation statique, dynamique et automatique. Donc, tout d'abord, l'organisation statique. Donc, dans l'organisation statique, toutes les données nécessaires à l'exécution sont présentes en mémoire, qui veut dire les données, donc les données déclarées dans un programme, sont de taille constante. D'accord? Cette taille peut être calculée à l'allocation. La phase allocation, je peux calculer la taille de toutes les variables. C'est ça l'organisation statique à la différence de l'organisation dynamique. Donc, exemple des langages statiques, donc Fortran, HTML, donc c'est des langages statiques dont tous les données sont de taille constante, c'est-à-dire je ne peux pas utiliser des tableaux de taille variable. Et dans ce cas-là, je connais dès l'allocation la taille de toutes les variables. C'est-à-dire à la phase allocation avant l'exécution, je peux connaître le nombre de cellules mémoire à allouer. D'accord? Pour chaque variable, ça sera la même case mémoire donc allouée durant toute l'exécution. Donc, on va voir l'exemple du langage Fortran, comment sont organisées les données dans ce langage-là. D'accord. Donc, c'est un langage qui est destiné au calcul scientifique, par exemple les problèmes d'analyse numérique. D'accord. Donc, il possède les caractéristiques suivantes. Donc, les variables sont déclarées d'une manière implicite. Donc, on ne peut pas trouver d'objets à structure dynamique. Par exemple, les tableaux. Tous les tableaux sont statiques. C'est-à-dire les bornes sont connues à la compilation. Les sous-programmes et les fonctions, donc notées subroutine and function, donc ne sont pas récursives. Il n'y a pas la notion de récursivité dans le langage Fortran, qui veut dire une procédure ne peut pas appeler elle-même. Donc, le cas par exemple, le cas comment dirais-je, de factoriel. Donc, la fonction factorielle peut appeler elle-même. Donc, ici, dans le langage Fortran, je ne peux pas faire ça. Parce que l'utilisation de la récursivité, lorsque j'utilise la récursivité, je ne peux pas savoir le nombre d'espaces mémoire utilisés. Parce que lorsque je vais appeler, donc, lorsque je vais appeler une procédure, je vais allouer un espace nécessaire pour cette procédure. Si elle va appeler elle-même, elle va appeler une autre procédure, je vais allouer un autre espace, ainsi de suite. Donc, si je vais utiliser la récursivité, c'est-à-dire que je ne peux pas connaître le nombre d'espaces mémoire à utiliser. Et ça, n'est pas permis dans le langage Fortran. Il n'y a pas la notion de récursivité. Donc, on peut attribuer plusieurs noms dans ce langage à une même zone mémoire en utilisant le mot-clé équivalence. D'accord? Donc, équivalence, c'est pour donner une même zone à plusieurs variables. Ou bien, autrement dit, c'est une même zone
avec différentes appellations. Je vais l'appeler une fois A, une autre fois B, une autre fois C si j'utilise le mot-clé équivalence A, B, C. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire l'adresse mémoire de la variable A, c'est la même adresse que la variable B, c'est la même adresse que la variable C. Donc, c'est dans le but d'économiser de l'espace mémoire. D'accord? Donc, il y a un autre mot-clé, c'est le common, qui permet de faire quoi? C'est le partage aussi. Mais ici, je partage le même espace mémoire entre A, B, C. Pour le common, c'est des zones qui sont partagées entre programmes principal et les sous-programmes. D'accord? Ou bien entre un programme et un programme appelé. Un programme appelant et un programme appelé. Donc, si je prends l'exemple suivant, dans le programme principal, je vais retrouver l'instruction common x1, donc entre les barres x1, c'est-à-dire le nom de la zone commune, ça s'appelle x1. D'accord? Des variables A, B, C. Ici, dans common, ça ne veut pas dire que l'adresse de A, c'est l'adresse de B, c'est l'adresse de C comme équivalence. Non. Ça veut dire que la zone est partagée entre le programme principal et un autre programme. L'autre programme, c'est le sous-programme SP. Donc, je vais aussi noter common X1 EFG, c'est la même zone partagée entre le programme principal et le sous-programme. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire cette écriture? Cette écriture veut dire que le A partage la même zone que E, le B partage la même zone que F, et C partage la même zone mémoire que G. Donc voilà, vous avez ça. Donc l'adresse mémoire de A, c'est la même que E, B que F, et ainsi de suite, par ordre. D'accord? Le premier, donc avec le premier, ainsi de suite. D'accord? Vous voyez la différence entre équivalence et common. Équivalence, c'est les variables qui apparaissent dans l'instruction qui partagent la même zone. Dans common, non. Dans common, je partage avec un autre programme. Donc ici, c'est dans le même programme. D'accord? Common, vous pouvez la trouver sans avoir les crochets X1. Si vous avez une seule zone commune qui est partagée, ce n'est pas la peine de nommer. Vous pouvez ne pas nommer, vous dire seulement common ABC, common EFG. D'accord? Ici, on utilise le nom lorsqu'on a plusieurs zones communes. Par exemple, une zone commune entre programme principal et SP1 et une zone commune entre programme principal et SP2. D'accord? Je vais nommer X1 pour la première zone et X2 pour la deuxième zone. Donc, pour un sous-programme dans le langage Fortran, il peut accéder à ces variables locales, il peut accéder aux variables déclarées dans les commons et aux paramètres effectifs. D'accord, je vais revenir sur ça. Un programme Fortran, il a la structure suivante. Donc, le programme principal, c'est ça. Vous avez un programme principal dans Fortran, donc PP. Donc, il peut appeler un sous-programme SP1, il peut appeler d'autres. Donc, l'appel se fait en utilisant le mot-clé call, SP1, le nom de la procédure avec les paramètres si on a. Stop and. Ça, c'est la structure du programme Fortran. La structure d'un sous-programme, c'est SP1, les instructions de SP1, return pour retourner les résultats, et AND. D'accord? Donc, l'appel ici à SP1 se fait à l'aide de l'instruction call. Donc, un programme, un sous-programme peut accéder à ces variables locales, c'est-à-dire déclarées à son niveau, déclarées localement. Il peut accéder aux variables déclarées dans les commons. Donc, s'il y a une instruction common, il peut bien sûr accéder aux variables déclarées dans les commons. Et il peut accéder aux paramètres effectifs. Qu'est-ce que ça veut dire paramètres effectifs? Si on a... Qui peut me dire c'est quoi les paramètres effectifs? Parce qu'on a... Qui peut me dire c'est quoi un paramètre effectif?
Donc, si vous avez une fonction, je vais appeler produit, il va faire le produit entre A et B, par exemple. Donc, P, par exemple, égale à A fois B. D'accord? Donc, c'est une fonction qui... Donc, ça, c'est SP1, par exemple. C'est SP1 qui s'appelle produit. Le nom de la fonction, c'est produit. Donc, je vais appeler dans mon programme principal. Donc, dans Fortran, il n'y a pas les accolades, mais on a l'habitude d'utiliser en C. Donc, programme principal, donc c'est, je vais appeler produit. Donc, si c'est en Fortran, on va dire call produit. Donc, ici, je vais mettre seulement produit. Donc, je vais utiliser X et Y. X, Y, qui sont définis dans le programme principal. Dans le programme principal, je vais mettre par exemple int X, Y. Donc, donc X et Y, c'est des variables globales. C'est des variables déclarées dans le programme principal, tandis que A et B, c'est des variables locales à la procédure. D'accord? Donc, un programme principal peut accéder aux variables locales, bien sûr. Il peut accéder à ces variables A, B ou bien d'autres, si j'ai P ici ou J ou autre chose. Donc, c'est des variables locales. Il peut accéder à ces aux variables qui sont en commun. Et il peut accéder aux paramètres effectifs. Donc, les paramètres effectifs, c'est les paramètres avec lesquels je vais appeler effectivement notre procédure. Donc, ça, c'est des paramètres effectifs. D'accord? X et Y ici, c'est des paramètres effectifs. Lors du passage de paramètres, X et Y vont être remplacés par, pardon, A et B vont être remplacés par les valeurs de X et Y. Donc, les paramètres effectifs, c'est les paramètres utilisés lors de l'appel. Donc, ça, c'est pour expliquer les paramètres effectifs. Donc, définition d'une zone de données. C'est quoi une zone de données? Donc, soit dans le langage Fortran ou bien un autre programme, dans un autre langage, une zone de données, c'est un bloc de mémoire là où on stocke les valeurs des objets. D'accord? En mémoire. Donc, en Fortran, je connais dès la compilation, c'est-à-dire avant l'exécution, les adresses de toutes les variables du programme, parce que c'est statique. Et aussi la dimension de la zone de données, puisque je connais l'adresse des variables et le nombre d'espaces mémoire nécessaires, c'est-à-dire que je peux connaître la dimension de la zone des données. Donc, il y a une zone de données pour le programme principal, d'accord, bien sûr, pour chaque bloc commun, d'accord, et pour chaque sous-procédure aussi, il y a une zone de données. Donc, par exemple, ici, pour le programme principal, on a une zone de données. Pour le SP1, on a une zone de données. Et pour le commun, c'est une autre zone de données. D'accord? Donc, l'adresse de la zone de données active, à un moment donné, une zone de données seulement est active. Qu'est-ce que ça veut dire active? C'est-à-dire qu'elle est en cours d'exécution. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire soit je suis en train d'exécuter le programme principal ou bien la procédure. Si je suis en train d'exécuter le programme principal, c'est-à-dire c'est le programme, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un registre qu'on appelle Active Earlier. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Donc, un registre appelé Active Earlier, il contient l'adresse de la zone de données qui est active. D'accord? Donc, si je suis en train d'exécuter le programme principal, Active Earlier, il pointe ici.
a un registre active earlier. Donc, il contient l'adresse. Il contient l'adresse de quoi? Du programme qui est en train de s'exécuter. Donc, ça, c'est active earlier. Donc, active earlier contient l'adresse de la zone de données du programme principal. Qu'est-ce qu'il y a dans la zone de données du programme principal? Il y a les variables. Il n'y a pas d'accord? C'est pas ça. Bon, il y a le corps aussi quelque part, mais il y a les objets, les adresses des objets dont on va bien sûr mettre les valeurs lors de l'exécution. Donc, à un moment donné, le programme principal est en cours d'exécution et il y a son adresse dans l'active earlier. Donc, lorsqu'il va appeler SP1, donc active earlier va contenir l'adresse de SP1. Donc, il va contenir, par exemple, ça. Lorsqu'on va sortir de SP1 et revenir ici après le code, donc je vais mettre l'adresse, je me souviens, l'adresse du programme principal. D'accord? Il existe une zone de données pour le programme principal pour chaque procédure. Donc, chaque procédure a sa zone de données. D'accord? Elle a sa propre zone de données. Et aussi pour chaque bloc commun. Si j'ai plusieurs blocs communs, c'est-à-dire que j'ai plusieurs zones de données pour le commun. Donc, l'adresse de la zone de données active est dans le active earlier. Donc, maintenant, la zone de données du programme principal, qu'est-ce qu'elle va contenir? Du programme principal, elle va contenir les variables qui ne sont pas déclarées dans le common. D'accord? Parce qu'il y a une zone commune, donc ils sont dans common, et je ne vais pas les remettre ici. Parce que le fait d'utiliser common, c'est pour économiser de l'espace et de partager une zone entre les programmes. Donc, puisqu'ils sont dans common, donc je ne vais pas les mettre dans la zone de données du programme principal. Le compilateur ne va pas les placer aussi dans la zone de données du programme principal. Donc, il y a les variables qui ne sont pas déclarées dans les commons, c'est ça. Il y a les temporaires, d'accord? Donc, c'est ce qu'on va retrouver dans la zone de données du programme principal. Toutes les variables qui sont déclarées, sauf ceux qui sont dans le common. Tandis que pour un sous-programme, la zone de données d'un sous-programme va contenir quoi? Elle va contenir les paramètres implicites, les paramètres effectifs et les variables déclarées, bien sûr, qui ne sont pas déclarées, bien sûr, toujours dans le common. Donc, les variables locales ici, c'est les variables simples, temporaires, toutes les variables déclarées. Donc, paramètres effectifs, vous savez ce que c'est. J'ai déjà expliqué, c'est les paramètres de passage au sous-programme. C'est les paramètres d'appel. Donc, par exemple, ici, c'est X et Y. Et les paramètres implicites, c'est quoi? C'est les paramètres qui définissent le contexte à sauvegarder. Par exemple, parmi ces paramètres, donc, on va retrouver l'adresse de retour dans le programme appelant. Donc, l'adresse de retour, par exemple ici, c'est quoi les paramètres? C'est l'adresse de retour à cette instruction. D'accord? Il y a quoi aussi? Il y a l'adresse de la zone de données du programme principal. L'adresse de données de cette zone, c'est-à-dire si son adresse est 10245, ça fait partie des paramètres implicites. L'adresse de la zone de données. Parce qu'à un moment donné, je vais mettre dans l'active earlier l'adresse de la zone de données de SP1. Et je dois sauvegarder celui-là comme paramètre implicite dans SP1, dans la zone de données de SP1. Donc, je sauvegarde parmi les paramètres implicites, il y a l'adresse de retour dans le programme appelant, et aussi la sauvegarde de certains registres. D'accord? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais regarder le chat. Vous pouvez écrire sur le chat si vous avez des questions. Non, il n'y a pas.
Donc, il n'y a pas beaucoup d'étudiants, que 15 étudiants. Pas de questions, très bien, donc on avance. Donc, jusqu'ici, on avait parlé des ondes de données et qu'est-ce qu'elle peut contenir. Donc, c'est un exemple des langages à organisation statique. D'accord? Organisation statique, on a une zone de données pour chaque programme. Et ici, particulièrement dans Fortran, il y a une zone commune. Donc, l'appel de SP, c'est-à-dire lorsque je vais utiliser call SP1, qu'est-ce qui va y arriver? Donc, il consiste à exécuter le sous-programme, d'accord, en utilisant les paramètres effectifs qui sont spécifiés dans l'appel. Parce que lorsque je vais faire l'appel, call ID, call le nom de SP, je vais utiliser une liste des paramètres effectifs. Lors de le call, lors de l'appel, je vais utiliser les paramètres effectifs, d'accord. Donc, je vais exécuter, c'est-à-dire je vais, lors de l'appel, mon Active Area va se placer dans la zone de données ici et on va exécuter le corps de l'instruction, c'est-à-dire ça, dans l'exemple. Donc, l'appel se traduit par quoi? Donc, par le calcul des paramètres effectifs. Donc, le calcul, c'est-à-dire si c'est, par exemple ici, le calcul, en général, c'est de récupérer les paramètres effectifs. Et stockage de leurs valeurs dans une zone spéciale pour faire le passage de paramètres. D'accord? Donc, soit le stockage de leurs valeurs ou bien de leur adresse. Donc, si c'est un appel par valeur, je stocke leur valeur. Si c'est un appel par adresse, je stocke par référence, je stocke leur adresse. D'accord? Donc, pour le passage de paramètres, donc il y a une zone globale utilisée par toutes les procédures pour faire le passage des paramètres. Il y a une zone de données qui est utilisée pour faire le passage des paramètres. D'accord? Je reviens ici. Lorsqu'on fait call SP1, donc il y a des paramètres ici, qu'est-ce qui va y arriver? Donc, X, Y, par exemple, Z. D'accord? Qu'est-ce qui va se faire lorsque je vais lorsque je vais exécuter cette instruction? Je vais d'abord calculer les paramètres X, Y, Z, c'est-à-dire récupérer leurs valeurs, d'accord, du programme principal, calculer, c'est-à-dire si X égale à quelque chose, je récupère les valeurs de X, Y, Z. Je vais mettre leurs valeurs. Je ne vais pas mettre leurs valeurs dans le programme principal parce que lorsque j'exécute le SP1, donc je ne vais pas mettre les valeurs de X, Y, Z dans la zone de données du programme principal parce que lorsque je vais exécuter SP1, l'Active Area ne pointe pas ici. Je n'ai pas l'accès ici. Bon, je peux accéder. SP1 peut accéder. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, en général, donc les paramètres effectifs vont se mettre dans une zone spéciale pour... Donc, on a une zone pour le passage de paramètres. D'accord? Passage de paramètres. Qui est utilisé par toutes... Donc, je vais mettre ici les variables X, Y et Z. Les valeurs X, Y et Z. D'accord. Et qu'est-ce que je vais mettre? Bien sûr, le Active Area. Bon, je reviens ici. Donc, lorsque je vais appeler call ID liste des paramètres effectifs, je vais calculer les paramètres effectifs. Je stocke leur valeur ou bien leur adresse dans la zone utilisée pour le passage de paramètres et je fais un saut au début du code. D'accord? Je fais un saut au début du code ici, au début du code, c'est-à-dire ici. Je fais un saut ici pour pouvoir exécuter. Ça, c'est le début du code de ce programme. D'accord? Ça, c'est
une zone partagée pour faire, c'est pas une zone commune, c'est une zone pour faire le passage de paramètres. D'accord. Maintenant, le Active Earlier ne pointe pas encore sur le SP1. D'accord. Lors du passage, lorsque j'exécute cette instruction, que le Active Earlier va pointer sur la zone de données de SP1. Je suis encore là, au début lorsque je vais faire le code, lorsque je vais exécuter ce code-là, c'est-à-dire, je suis encore dans le programme principal, Active Earlier pointe ici. Qu'est-ce qui va se faire? On va calculer X, Y, Z. Je vais sauvegarder ces valeurs-là et je pointe ici. D'accord? Donc, lorsque j'exécute la procédure, c'est-à-dire lorsque je suis là, je serai là. Subroutine ID, liste des paramètres formels, c'est-à-dire je suis là. Je pointe ici. Maintenant, lorsque je pointe ici, qu'est-ce qui va y arriver? D'accord, parce qu'il y a ça. Qu'est-ce qui va y arriver lorsque j'exécute ça? Et il y a ça aussi, SP1. Donc, si je continue avec donc SP1 avec les paramètres X, Y, Z, je peux mettre AB. Parce que je peux soit utiliser les mêmes A, B, C. Donc, ça, c'est les paramètres effectifs, paramètres avec lesquels j'appelle ma procédure. Et ça, c'est les paramètres formels avec lesquels je définis ma procédure. Donc, lorsque j'exécute ça, on a dit, je répète, je calcule les paramètres, je vais les mettre dans une zone pour le passage de paramètres et je saute au début. Je saute au début, c'est-à-dire je suis là. Lorsque je serai là, qu'est-ce qui va y arriver? Je suis là, c'est-à-dire je suis en train, je saute au début de ma fonction, recopier les paramètres implicites dans la zone de données. D'accord? La zone de données. Donc, la zone de données, il n'y a rien dans la zone de données de ma procédure. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je recopie d'abord les paramètres implicites. Qu'est-ce que ça veut dire les paramètres implicites? C'est l'adresse de retour, l'adresse de la zone de données du programme appelant. D'accord? Donc, cette adresse, je vais la sauvegarder avec les paramètres implicites dans la zone de données. Donc, il y a une zone de données pour... c'est ça qu'elle va contenir. Il y a les paramètres implicites. Je vais sauvegarder l'adresse de retour dans le programme appelant. Qu'est-ce que ça veut dire l'adresse de retour? C'est-à-dire ici, après le code. Et je sauvegarde aussi cette adresse et d'autres informations pour le retour. D'accord? Et aussi recopier les paramètres effectifs. Recopier les paramètres effectifs parce qu'ils sont dans la zone de passage de paramètres. Je vais les recopier dans la zone de données de SP1 parce que la zone de données de SP1 va contenir les paramètres implicites. C'est les paramètres de retour. Elle va contenir aussi les paramètres effectifs. Je recopie les paramètres implicites, c'est les paramètres de retour, et je recopie aussi les paramètres effectifs, c'est-à-dire X, Y et Z, et aussi les variables, après les variables locales. D'accord? Donc, je recopie les paramètres implicites, les paramètres effectifs, tout ça où? Dans la zone de données du programme, du sous-programme. Après, il y a le return. Return, c'est à la fin de la procédure qui permet de return, c'est-à-dire la fin du sous-programme. Qu'est-ce qui va y arriver? Charger les paramètres implicites et saut à l'adresse de retour. C'est-à-dire quoi? Donc, je reviens sur mon exemple. Le fait d'exécuter le return, ici, si j'exécute le return, c'est-à-dire, je vais charger les paramètres de retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans Active Earlier, donc dans la zone de données de SP1, il y a l'adresse de la zone de données du programme principal. Je vais le charger. Je vais aussi avoir dans les paramètres implicites l'adresse de retour, l'adresse après le call. Je vais aussi revenir ici. Donc, c'est ça le chargement des paramètres implicites. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi?
return, charger les paramètres implicites, et bien je charge les paramètres et je retourne à l'adresse de retour, à l'instruction après le code, l'instruction qui vient après le code. Donc ça, c'est pour équivalence et common, qui permettent de partager une même zone mémoire. Donc, si je prends le common, il partage, on avait déjà parlé, mais il y a ici des exemples. Donc, common, c'est pour partager entre programme principal et SP, sous-programme. Donc, les variables listées dans common sont implantées en mémoire dans l'ordre de leur apparition, c'est-à-dire vous allez trouver d'abord en mémoire A, ensuite C, ensuite B. Donc ici, le nom de la zone commune, donc ça s'appelle compile 1, d'accord, entre crochets. Donc c'est une zone qui est partagée entre le programme principal, entre SP1 et entre SP2. C'est une même zone de données qui peut être partagée entre trois programmes. Dans l'ordre d'apparition, c'est-à-dire l'adresse de A, c'est la même adresse de M, c'est la même adresse de O. Donc la taille de la zone commune, est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'on peut connaître la taille de la zone commune? Je vais regarder, est-ce qu'il y a des réponses? Voilà. Donc, parce qu'on a le nombre de variables. Donc, regardez, on a A, C, B. Donc, la taille de la zone commune ici, c'est 3. C'est 3 cases mémoire. Donc, si je vais mettre ici 4, je peux mettre ici 4. Par exemple, ici, je peux... Donc, on n'est pas obligé d'avoir ici 4, 4, 4. D'accord? Je peux mettre ici 4, 3, 2. C'est-à-dire les trois premiers se partagent la même zone. Donc, je prends le maximum. Si on a 4, c'est-à-dire la zone commune va avoir 4 cases mémoire au maximum. Et je connais le type, donc je peux savoir combien de cases mémoire à réserver. Et parce que ici, c'est un langage statique, c'est-à-dire dès la compilation, je peux savoir, à l'allocation, je peux savoir le nombre de cases mémoire partagées même pour la zone commune. Donc, pour équivalence, donc si je prends, donc c'est d'assigner, le but c'est d'assigner la même adresse à chacune des variables listées dans l'équivalence, par exemple A, B12, c'est une case du tableau à 2 indices, B12, la ligne 1, colonne 2, donc c'est un élément, c'est une matrice B ici. Donc A a la même case mémoire que B et C. D'accord? Donc, on a dimension, donc Fortran, ça veut dire, c'est la taille du tableau. C'est pour déclarer le tableau C de taille 10 et R, donc 3 et 4, 3 lignes, 4 colonnes. Donc, ça, c'est pour déclarer et équivalence pour partager. Donc, il y a A qui partage la même zone mémoire entre C4, entre la case 4. D'accord? A, c'est une variable, C4, c'est un élément du tableau, et R23, c'est un élément aussi de la matrice. Donc, ces trois partagent la même case mémoire. Donc, c'est des ablations d'une même case mémoire. Donc, le but, je ne vais pas tarder ici, le but, c'est d'économiser de l'espace mémoire. Si, par exemple, dans un programme, on est sûr de ne jamais utiliser en même temps des variables, c'est possible d'utiliser équivalence. Par exemple, dans le début du programme, je vais utiliser n moyenne, ensuite le PGCD des nombres, la moyenne des nombres, après le PGCD, après le petit. Je peux utiliser équivalence pour les trois variables. D'accord? Et cette notion, elle est utilisée en C++ pour partager aussi une même case mémoire. D'accord? Comment elle est utilisée? On parle de référence en C++. Je vais passer directement pour pouvoir utiliser cette notion-là en C++.
on utilise l'esperluette, ce terme-là. D'accord? Donc, si je prends la variable int âge utilisateur, je déclare la variable âge utilisateur. Donc, je peux déclarer une autre variable, nommer ma var ou comme vous voulez, d'accord, qui est accrochée à la variable âge utilisateur. C'est-à-dire quoi? Âge utilisateur et ma variable partagent la même case mémoire. En utilisant, donc les deux sont des entiers, j'utilise ce caractère-là pour dire que ma variable et âge utilisateur partagent la même case mémoire. Donc, si je prends cet exemple-là, d'accord, int âge utilisateur, une variable qui contient l'âge de l'utilisateur, je déclare ma référence, c'est une autre variable, vous pouvez la nommer comme vous voulez. Donc, lorsque je vais mettre ce caractère-là, ça veut dire âge utilisateur et ma référence partagent la même case mémoire. Donc, pour afficher, je peux afficher le message, vous avez donc, la variable âge utilisateur, combien d'ans, et vous avez ma référence, combien d'ans. Vous pouvez exécuter, donc c'est la même case mémoire. Donc, ma référence est ici. Je n'ai pas donné de valeur, alors que âge utilisateur, j'ai donné la valeur 18. Donc, il va afficher, vous avez 18 ans, vous avez 18 ans. Parce qu'ils contiennent, donc ils pointent les deux sur la même case mémoire. Oui? Oui, justement. Le but d'utiliser la même case mémoire, c'est lorsqu'on a... c'est ça le but. Le but, c'est pas d'écraser, mais le but, c'est d'utiliser la même case. Oui, on écrase, mais il faut être sûr de ne plus utiliser la première. Donc, qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'est-ce que j'ai dit ici? Pour équivalence, si les variables ne sont jamais utilisées en même temps. D'accord? C'est-à-dire, vous avez un très grand programme. Donc, au début, vous pouvez utiliser la moyenne. Après, vous allez afficher, par exemple, la moyenne. Vous n'avez plus besoin de la moyenne, de cette variable-là. Vous allez utiliser le PGCD pour calculer le PGCD. Vous pouvez utiliser cet espace-là. Il va l'écraser. Mais je n'ai plus besoin parce que j'ai affiché le message ou bien je l'ai déjà utilisé. D'accord? Donc, c'est ça. Même en C++ dans ce programme, je vais écraser. Donc, il faut être sûr que la case n'est plus utilisée, sinon vous allez perdre vos informations. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à l'allocation dynamique. Très bien. Donc, pour l'allocation dynamique, l'allocation statique, c'est comment dirais-je, pour l'allocation statique, on a dit que toutes les variables, on connaît leur taille, on connaît leur taille, oui, même pour les tableaux et les matrices, je connais leur taille, les bornes lors de l'allocation. Tandis que dans l'allocation dynamique, non, je peux avoir des variables dynamiques. Et aussi, dans cette organisation, les objets sont créés et supprimés en fonction des besoins. Par exemple, si vous avez un programme qui appelle en fonction du besoin, c'est-à-dire un programme qui appelle une procédure, à la sortie de cette procédure, il va plus utiliser l'espace. L'espace est récupéré par une autre procédure, peut être récupéré par une autre procédure. D'accord? Donc, de façon précise, à une unité particulière du programme, donc soit procédure ou un bloc. On va voir un exemple pour le bloc, c'est-à-dire lorsque je vais dire begin et end, c'est un bloc.
un bloc begin et end. D'accord? Donc, dans un programme, vous pouvez utiliser plusieurs fois begin et end. Donc, c'est des blocs du programme. Donc, il y a soit une procédure ou un bloc. Donc, à un bloc ou à une procédure est associé à un ensemble de données. Donc, dans une procédure, on va retrouver plusieurs données. Et dans un bloc aussi, je peux déclarer des données, utiliser des variables. Donc, lorsqu'on débute l'exécution de ce bloc ou de cette procédure, il y a les données qui sont en mémoire, nécessaires à l'exécution de ce bloc. À la sortie de ce bloc, je libère l'espace. D'accord? Lorsque la procédure est achevée, je peux libérer l'espace occupé. Donc, le type d'organisation ici, ou bien la mémoire utilisée ici, peut être gérée comme une pile. C'est le cas des langages actuels. Donc, on utilise une pile. On va voir ici l'exemple de Algol, du programme Algol et aussi du programme C. Parce qu'il y a une petite différence, mais en général, la majorité des langages actuels, la zone de mémoire est gérée comme une pile. C'est-à-dire, je vais empiler et dépiler ce que j'ai plus besoin. Par exemple, je vais appeler une procédure. On sait, si je vais appeler une procédure, je vais empiler les variables de cette procédure. Je sors de cette procédure, je vais dépiler. D'accord? D'accord. Donc, la zone de mémoire, c'est ce qu'il faut retenir. Elle est gérée comme une pile, c'est-à-dire en général, dans l'organisation ou l'allocation dynamique, la zone mémoire, la taille de la zone mémoire n'est pas fixe depuis le début de l'exécution jusqu'à la fin. D'accord? Elle change. Je ne peux pas connaître la taille de la zone mémoire nécessaire à l'exécution. Donc, la zone de données d'une procédure dans l'allocation statique. Donc ici, on prend l'exemple de Algol, parce que ce n'est pas la même chose que le langage C. Pardon. Donc, pour le langage Algol, pour les langages actuels, en général, c'est la zone de données, elle est traitée comme une pile. Mais on va voir d'abord l'exemple du langage Algol. Donc, la zone de données, il y a une partie statique et une partie dynamique. D'accord? Une partie dynamique, on va mettre les variables dynamiques, par exemple les tableaux dont on ne connaît pas les bornes. Et dans la partie statique, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc, on va retrouver le display, on va retrouver la tête de pile. Donc, je vais revenir sur le display. Donc, la tête de pile, c'est quoi? C'est le début de la zone dynamique. Elle pointe la tête de pile du sous-programme, elle pointe sur le début de la partie. Il y a une partie statique, partie dynamique. Partie statique, je peux connaître sa taille dès l'allocation. D'accord? Dès l'allocation, je peux savoir combien de cases mémoire il y a ici. Par contre, la partie dynamique, je ne peux pas savoir. Par exemple, pour les tableaux, je ne peux pas savoir est-ce qu'il y a une... je ne peux pas connaître les bornes du tableau. Donc, tête de pile pointe sur le début de la partie dynamique ou bien la fin de la partie statique. Paramètre implicite, c'est le même principe du langage précédent, langage statique. Paramètre implicite, c'est les paramètres de retour. Sauf qu'ici, les paramètres de retour avec, il y a l'adresse de la zone de données du programme appelé, comme tout à l'heure, mais il y a aussi le sommet de pile avant l'allocation, c'est-à-dire la tête de pile avant l'allocation, parce que, après l'allocation, je peux allouer des variables, donc la tête de pile, elle était là, elle va devenir ici, après l'allocation. Elle peut devenir ici, on va voir un exemple détaillé. Elle peut devenir ici, donc ça,
Le premier, c'est avant l'allocation. Si je vais allouer des variables ici, elle va pointer ici. Donc, avant l'allocation, la tête de pile va pointer ici. Après l'allocation, si je vais allouer ici des variables, elle va pointer ici. Donc, parmi les paramètres implicites qui permettent de sauvegarder le contexte de la procédure, contexte pour revenir, donc parmi les variables, d'abord, il y a l'adresse de retour. L'adresse de retour dans la procédure, c'est le même principe. Donc, vous avez un programme principal qui appelle une procédure. Il y a l'adresse de retour, c'est-à-dire après le call, après l'appel. Donc, je sauvegarde cette adresse. Je sauvegarde la zone de données du programme appelant. Par exemple, programme principal appel SP. Donc, ça, c'est les paramètres implicites, c'est les paramètres de retour. Vous les connaissez. Donc, sommet, il y a aussi le sommet de pile avant l'allocation. Donc, avant l'allocation et après l'allocation. Donc, ça, c'est après l'allocation. Donc, je sauvegarde celui-là. Pourquoi je sauvegarde celui-là? Parce que si je sors de la zone de données ou bien d'un bloc, je sauvegarde celui-là. Je suis là. Lorsque je libère cet espace, il faut revenir ici. Ça peut être quelque part. Il faut revenir ici avant l'allocation. Donc, tête de pile, c'est quoi? Ou bien stake top. C'est un pointeur vers le dernier mot de la zone statique. Donc, il pointe vers le dernier mot de la zone statique, la procédure, ou bien c'est le début de la partie dynamique. Les paramètres effectifs, c'est les valeurs ou bien les adresses. C'est les paramètres de passage. C'est les variables avec lesquelles je vais faire des passages, soit des valeurs ou bien des adresses. D'accord? C'est le même principe toujours pour... bon. Il y a les variables, bien sûr, ici, je ne vais pas rajouter. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? Je répète, qu'est-ce qu'on va retrouver dans une zone de données du sous-programme? On va retrouver le display. On va retrouver tête de pile du sous-programme. C'est un pointeur. On va retrouver paramètres implicites, c'est les paramètres de retour. Et paramètres effectifs, c'est les paramètres de passage. Je vais retrouver aussi, je n'ai pas rajouté ici, les variables, bien sûr, les variables déclarées, parce que c'est une zone de données, là où je dois trouver les objets, toutes les variables déclarées dans le sous-programme, les variables locales, les temporaires aussi. D'accord? C'est ce que je vais retrouver. Je reviens au display, je n'ai pas expliqué. Donc, il contient l'adresse de la zone de données, des procédures auxquelles je peux accéder. C'est-à-dire, si j'ai un programme principal, qui va appeler SP1, et SP1 va appeler SP2. D'abord, il faut comprendre une chose. Donc, j'ai une zone de données, soit dans Algol ou bien même tout à l'heure dans Fortran, j'ai une zone de données pour le programme principal et une zone de données pour SP1 et une autre zone de données pour SP2. Qu'est-ce qu'elle va contenir chaque zone de données? Elle va contenir les variables associées à SP1. Les variables pour la zone de données du programme principal, elle va contenir les variables du programme principal. D'accord? Chaque sous-programme va contenir, chaque sous-programme a une zone de données particulière. Une zone de données, sa propre zone de données. D'accord? Donc, si je prends SP2, par exemple, ça, c'est la zone de données de SP2. D'accord? Qu'est-ce que je vais retrouver dans le display? Je vais retrouver l'adresse de la zone de données de SP1 et l'adresse de la zone de données du programme principal. Donc, je vais retrouver l'adresse de la zone de données du programme principal et aussi d'accord. Donc ça, tout ça, c'est la zone de données du programme de SP2. Je vais retrouver l'adresse de la zone de données du programme principal. Je vais retrouver d'abord, ensuite SP1, l'adresse de la zone de données de SP1 et l'adresse de la zone de données de SP2.
D'accord? Donc, regardez, le display contient les adresses des zones de données auxquelles la procédure peut accéder. Pourquoi? Parce que SP2, qui est appelé par SP1, qui est appelé par le programme principal, elle peut utiliser les variables, déclarées dans SP1 et aussi les variables déclarées dans le programme principal. Pourquoi on met ici les adresses des zones de données? Parce qu'à un moment donné, on a Active Earlier, je suis en train d'exécuter SP2. À un moment donné, le Active Earlier pointe ici. Je n'ai pas l'accès à la zone, je ne connais pas les adresses, l'autre adresse. J'ai une zone de données, donc ça c'est la zone de données du programme principal. Donc zone de données du programme principal. D'accord? Et zone de données de SP1. Donc, SP. Donc, j'ai une zone de données quelque part en mémoire du programme principal. Il y a les variables du programme principal. Il y a une zone de données de SP1, il y a les variables de SP1. Il y a une zone de données, ça c'est la zone de données de SP2. Donc, chaque programme a sa propre zone de données, là où il y a les variables. Dans SP2, il y a le display qui contient programme, l'adresse de la zone de données du programme principal, après SP1, après SP2. Pourquoi? Parce que SP2 peut utiliser les variables qui sont là. Lorsqu'il veut utiliser les variables globales, par exemple, il va venir ici, récupérer l'adresse de la zone de données et pointer ici. D'accord? Bon, pas pointer ici, parce que pointer ici, c'est-à-dire je reviens exécuter ici. Je suis là toujours exécuter ici. Je vais récupérer l'adresse de là pour pouvoir accéder à une variable qui est là, à une variable déclarée dans le programme principal. Si je veux accéder à une variable dans SP1, je vais récupérer son adresse. L'adresse, donc ça, c'est quoi? C'est l'adresse de cette zone de données. D'accord? Donc ça, si celle-là, c'est la zone de données de SP2, je vais retrouver tout ça. Si c'était la zone de données de SP1, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver seulement l'adresse de la zone de données du programme principal et de SP1 seulement. Je ne vais pas retrouver SP2 parce que SP1 ne peut pas utiliser l'adresse de SP1. SP1 ne peut pas utiliser les variables déclarées dans SP2 parce que SP1 appelle SP2. Donc, SP2 peut utiliser les variables. Donc, il y a des langages où on ne peut pas, mais dans Algol, donc il y a certains langages que je peux, par exemple, le langage Pascal, je peux utiliser le programme principal. Le SP1 peut utiliser les variables déclarées dans le programme principal. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, je vais expliquer tout à l'heure, oui. Toujours pour le display. Toujours pour le display, par exemple, ici, on a un programme principal qui va appeler une procédure 1, qui va appeler une procédure 2, après une procédure I. Donc ça, c'est, vous pouvez nommer votre procédure comme vous voulez. Vous pouvez nommer votre procédure comme vous voulez, mais les procédures les procédures, bien sûr, à un certain moment, une procédure est active, soit le programme principal, soit la procédure 1. Donc, si la procédure I est active, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la procédure I qui est en train de s'exécuter, c'est-à-dire l'Active Earlier pointe ici. Active Earlier, c'est le registre qui contient l'adresse de la zone de données qui est en cours d'exécution. Donc, ça, c'est le display. Qu'est-ce qui va contenir le display de la procédure I? Il va contenir la zone de données de programme principal, de la procédure 1, 2 et jusqu'à I. D'accord? Donc, ici, il y a plusieurs jusqu'à I. Bon, je ne sais pas. Donc, peut-être, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs ici. Procédure 2, par exemple, qui va appeler 3 jusqu'à la procédure I pour généraliser juste. Donc,
juste pour expliquer ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la procédure I peut accéder aux variables associées au niveau, oui, pour le niveau. Donc, implicitement, le niveau du programme principal, c'est 0. Son niveau, c'est 0. Juste pour pouvoir accéder aux adresses après. Donc, le programme principal, son niveau, c'est 0. La procédure 1, son niveau, c'est 1. Donc, tels qu'ils sont ici, donc ici, il y a d'abord le programme principal, implicitement, on va appeler 0. Ensuite 1, 2. Ouais, parce que si la procédure I veut accéder à la procédure 2, donc on va accéder à l'active earlier. Donc si je veux accéder à 0, je vais mettre active plus 0. Donc plus 1, plus 2 pour récupérer cette adresse-là. Parce que cette adresse, par exemple, c'est... D'accord. Des adresses, ça c'est des adresses. Donc, 2514, c'est cette adresse-là. C'est ce qu'il y a dans l'Active Earlier. Donc, non. C'est ce qu'il y a ici. Donc, dans Active Earlier, il y a l'adresse, la zone de données du procédure I. Il y a le 584, par exemple. Donc, ici, si je veux accéder à cette adresse-là, je vais mettre Active Earlier plus, si je veux accéder à ça, plus 0, c'est-à-dire le contenu. Donc, ça, plus 0, je vais avoir l'adresse 14 785, parce que ça, c'est l'adresse. C'est cette adresse-là, c'est-à-dire 584 plus 0, je vais récupérer cette adresse. Si je vais mettre plus 1, c'est-à-dire je vais récupérer cette adresse. C'est pour ça on va noter 0, 1, 2. Si je vais mettre plus 2, je vais récupérer ça. C'est pour ça qu'on utilise les niveaux. En plus 0, je récupère cette adresse. Active Earlier plus 0, je récupère cette adresse. Plus 1, je récupère celle-là, ainsi de suite. D'accord? Et ici, c'est pour expliquer que une procédure de niveau I peut accéder aux variables de niveau inférieur. Donc, son niveau, si son niveau c'est 4, il pourra accéder aux variables de niveau inférieur. Cet exemple, c'est pour expliquer que deux procédures de même niveau ne peuvent pas s'appeler. Par exemple, A, elle est de quel niveau ici, A? C'est quoi le niveau de A ici? Tu peux me dire le niveau de A. Implicitement, le niveau du programme principal, c'est 0. Le niveau de A ici, c'est quoi? Niveau 1. Voilà. Donc, le niveau 1 ici. Donc, puisque le programme principal niveau 0, le programme principal va appeler A, c'est-à-dire son niveau c'est 1. Le programme principal va appeler B, c'est-à-dire son niveau c'est 1. Donc, A et B ont le même niveau, ils ne peuvent pas s'appeler. D'accord? C'est-à-dire A ne peut pas appeler B et B ne peut pas appeler A, parce qu'ils sont de même niveau. Donc, dans certaines réalisations, deux piles sont utilisées. Bon, ça, c'est pour le ça. Donc, ici, le display, il est dans la même zone de données d'un sous-programme ou dans le programme principal. Dans certaines réalisations, le display, il est à part. D'accord? Il est à part, c'est-à-dire je commence directement par tête de pile et les paramètres après les variables. D'accord? Dans l'algol, il y a le display. Il y a d'abord le display, après les autres paramètres. C'est ce que je voulais expliquer ici. Le display. Dans certaines réalisations, deux piles distinctes sont utilisées, l'une pour le display et l'autre pour les données. Donc ici, dans Algol, il y a une seule pile
D'abord, elle contient le display, ensuite les données. Donc, tout ça, c'est en ce qui concerne la zone de données du procédure. Donc, si j'ai une procédure, on a d'abord le display. Ça contient quoi? Toutes les adresses, les zones de données auxquelles elle peut accéder. Il y a d'abord la tête de pile qui pointe vers la fin de la partie statique, paramètres implicites, paramètres effectifs et les variables déclarées. D'accord? Donc, ça, c'est pour zone de données d'une procédure. Zone de données d'un programme principal maintenant, elle va contenir quoi? Elle va contenir toujours le display, seulement que pour un programme principal, il y a seulement l'adresse de la zone de données du programme principal. Donc, le programme principal n'accède pas aux variables déclarées dans les procédures, d'accord? N'accède pas à leurs variables locales. Donc, ça veut dire qu'il va contenir seulement l'adresse de la zone de données, sa propre adresse de la zone de données. Il va contenir, d'accord, qui contient seulement l'adresse du programme, l'adresse, donc ici plus exactement, de la zone de données du programme principal. Il contient la tête de pile aussi qui pointe sur la fin de la partie statique. Il contient les variables. Donc ici, VR de tableau, c'est le vecteur de renseignement qu'on a déjà exécuté, on avait déjà parlé. Vecteur de renseignement, c'est là où il y a la dimension du tableau, les bornes inférieures et supérieures. Il y a les U1, N1, UI, NI, DI. D'accord? Et la constant path, c'est ça le vecteur de renseignement. Donc, même, regardez, même dans la zone de données d'une procédure, il y a aussi des variables, les vecteurs de renseignement, pas seulement dans le programme principal. D'accord? Je les ai mis ici, je ne les ai pas mis ailleurs. Donc, il y a les variables, vecteurs de renseignement, les temporaires. Il y a aussi, pour chaque bloc du programme principal, qu'est-ce que ça veut dire? Bloc, c'est begin et end. Les mêmes opérations que les procédures, c'est-à-dire, pour chaque bloc, je peux retrouver la tête de bloc. Donc, tête de bloc, donc ici, tête de pile. Pour chaque procédure, ou bien pour chaque procédure, je vais retrouver une tête de pile. Pour chaque bloc aussi, je vais retrouver une tête de bloc. Parce que si je retrouve un bloc begin et end et je déclare les variables dedans, à la sortie de ce bloc-là, je vais libérer l'espace réservé pour ces variables. Donc, pour chaque bloc, je vais mettre, donc on va voir un exemple sur ça. Pour chaque bloc du programme principal, on va retrouver une tête de pile. D'accord? Avant l'exécution d'un bloc, à la compilation, on alloue de l'espace aux variables et aux vecteurs de renseignement. Et l'espace est libéré si je sors de ce bloc-là. D'accord? Je vais vous montrer un exemple ici. Et on va le faire la semaine prochaine. On va faire toutes les zones de données à l'instant L1, à l'instant L2, d'accord? Parce que c'est une pile. À un instant donné, si je prends l'algorithme ou bien un algorithme langage statique, si je vais dire L1, L2, L3, la zone de données ne change pas au moment L1 ou L2 ou L3. Mais si c'était, puisqu'ici c'est un langage dynamique, c'est une autre organisation. La zone de données de mémoire, elle est organisée en pile. Dans l'instant L1, j'ai quelque chose en mémoire. Dans l'instant L2, j'ai autre chose. D'accord? Si je prends, regardez, il y a le bloc begin et end pour la procédure. Il y a un bloc begin et end ici. Un bloc begin et end ici. Donc, pour chaque bloc ici, je vais créer une tête de pile. Parce que dans ce bloc-là, je peux déclarer des variables. Par exemple, ici, j'ai déclaré la variable IJ. À la sortie de ce bloc-là, je vais libérer l'espace réservé pour I et J. D'accord? C'est pour ça ici, avant l'exécution d'un bloc, on alloue de l'espace aux variables et aux variables qui est libéré dès que l'on sort du bloc ou bien de la procédure, soit un bloc ou bien une procédure. D'accord. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça d'abord? Est-ce que vous avez des questions?
questions. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vais m'arrêter là. Donc, on va continuer l'après-midi avec le TD. D'accord? Allez. Merci.